The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire sur comment les institutions financières tirent parti de la virtualisation des données pour relever leurs défis IT. Je suis Sarah et je serai votre hôte et modératrice pour cette session. Avant de démarrer, je souhaite vous indiquer quelques points logistiques. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session. Nous avons réservé 10 minutes de session de questions-réponses pour y répondre. Vous pouvez télécharger aussi des ressources et ainsi que la présentation de ce webinaire dans l'onglet de pièces jointes. Et en plus, cette session est en train d'être enregistrée, alors vous allez recevoir la version à la demande dans les prochains jours. Ce webinaire est présenté par Stéphane Louet, Senior Consultant chez SmartWave, et aussi Vincent Finch-Gouillou, EMEA Product Management Director chez Denodo. Maintenant, je vais passer la main à Stéphane. Et Stéphane, c'est à toi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Sarah. J'ai la joie aujourd'hui de vous parler des défis de l'accès aux données dans l'industrie financière. Alors, le besoin. Les banques s'organisent pour améliorer leurs produits et le service à la clientèle. L'objectif, c'est de favoriser la croissance, notamment grâce à des techniques d'upselling, c'est-à-dire de montée en gamme, et de cross-selling, de vente croisée. Donc, un exemple de cross-selling, ça va être de proposer des services en ligne à un client qui a un compte courant. Et puis, un exemple d'upselling, ça serait de proposer un produit plus haut de gamme pour améliorer la satisfaction du client. Dans ce contexte, des données fraîches de la veille ne sont plus suffisantes. En effet, ce qu'on voit, c'est que la majeure partie des clients que nous visitons ont en commun le besoin de traiter leurs données en temps presque réel. Et j'ajoute à cela que, comme dans les autres industries, l'industrie bancaire a le besoin de rationaliser les processus opérationnels afin de réduire les coûts. Le défi, eh bien, c'est que les données, comme vous le savez, sont silotées dans des systèmes hétérogènes. Donc, ça présente plusieurs difficultés. En fait, une des difficultés, c'est que c'est pas facile d'intégrer des produits on-premises, donc des produits qui sont chez vous dans votre centre de calcul, avec des sources de données qui sont hébergées sur le cloud. Les outils, typiquement les outils d'intégration traditionnels, ils sont pas conçus en fait pour intégrer des données en streaming ou en temps réel. Un outil comme un ETL, par exemple, il a été conçu vraiment pour faire des traitements par batch, mais pas pour faire du traitement en temps réel. Ensuite, toujours sur ce sujet d'intégration des données, ça demande beaucoup de ressources de traitement et des efforts de développement coûteux. C'est-à-dire que même si vous avez des équipes avec des gens compétents qui maîtrisent parfaitement leurs produits d'intégration, que ce soit un ETL, un ESB, des outils comme cela, ça prend toujours du temps à développer et ce temps est très difficile à justifier à vos utilisateurs métiers parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce qu'on fait. Ensuite, il y a d'autres difficultés pour garantir la consistance de l'accès aux données et les politiques de sécurité à travers les différents silos. Typiquement, ici, on parle de sécurité. Comment on va garantir la sécurité dans les différents silos de manière uniforme? Et ensuite aussi, comme vous le voyez sur cet écran, vous avez plusieurs formats d'accès. Forcément, vous allez avoir des données qui vont être dans des bases de données relationnelles, donc avec des données qui sont structurées. Ensuite, vous allez avoir des données semi-structurées qui sont stockées dans de l'XML ou du JSON, qui peuvent être par exemple accédées à travers un bucket S3 ou une API. Ça, c'est donc du semi-structuré, mais vous pouvez aussi avoir des données qui vont être dans des fichiers comme fichiers PDF ou des fichiers Microsoft Office. Donc, pour nous concentrer sur le sujet du jour et pour être un peu plus spécifique, donc dans l'industrie bancaire, comme vous le savez, on a de plus en plus de réglementations à respecter. On a également la révolution de la digitalisation
qui bat son plein dans les banques. Et donc, vous avez aussi à intégrer des nouveaux canaux de distribution numérique. Aussi la compétition maintenant avec des institutions qui ne sont pas forcément des institutions bancaires, qui vont être par exemple des assurances, des VCs, des organisations qui font des micro-prêts. Et aussi un point qu'on voit régulièrement chez nos clients, c'est qu'on a des systèmes back-end qui sont fiables, mais qui reposent sur des technologies vieillissantes. Comme on est en Suisse, on doit aussi s'occuper de la loi fédérale sur la protection des données suisses, qui stipule que les données personnelles ne doivent pas être exposées à l'extérieur du territoire suisse. Et par données personnelles, en fait, on entend toutes les informations qui pourraient permettre d'identifier une personne. De manière encore plus spécifique, il y a une loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne suisses. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, la loi fédérale sur la protection des données dont nous venons de parler doit être scrupuleusement respectée. Excusez-moi. Mais de toutes les manières, comme vous le savez, la discrétion, la confidentialité et la protection des données font partie intégrante des compétences et de la culture des banques suisses. Donc, notre cas d'utilisation aujourd'hui, donc un client qui est un leader international de la banque, plus de 30 filiales autour du monde, et bien évidemment les données des comptes suisses qui doivent rester sur le territoire suisse. Donc, les difficultés, eh bien, comme on l'a vu, les données qui permettent potentiellement d'identifier des personnes doivent rester en Suisse. Ce qui signifie que les filiales ne peuvent pas accéder directement aux données des comptes suisses et que certaines opérations doivent être traitées uniquement par des employés qui sont situés physiquement sur le territoire suisse. Et de manière plus générale, quand on parle de réglementation, eh bien, le respect, pour arriver à respecter les réglementations, on crée souvent des silos de données. Donc, quels étaient nos objectifs dans le cadre de ce cas d'utilisation? Eh bien, c'était de garantir que les filiales puissent accéder aux données des comptes suisses de manière sécurisée et contrôlée. Pour cela, les données doivent être anonymisées par un système de masquage. De plus, un des objectifs était de pouvoir disposer d'un journal d'audit qui nous permet de savoir qui a accédé à quelles données, à quel moment. Et donc, pas seulement en temps réel, mais aussi dans le passé. Et enfin, garantir que l'impact sur les systèmes sources est maîtrisé. Ça, c'est souvent c'est souvent une question qu'on nous pose quand on parle de virtualisation de données. Les DBA, typiquement, vont nous demander qu'on ne surcharge pas trop leur base de données. Les gens du réseau peuvent nous demander des garanties pour ne pas que on ait un trafic réseau qui soit augmenté. Et aussi les propriétaires des applications, par exemple ces applications legacy qu'on a évoquées un peu plus tôt, eh bien, ils veulent avoir la garantie qu'on ne va pas surcharger leur système source. Voilà. Donc voici ici un petit schéma donc, qui vous permet de voir l'état des lieux avant la mise en place d'une plateforme de data virtualisation. Donc ici, on a en fait deux zones. Alors, je ne sais pas comment le commandant Sylvestre vous présenterait ce slide, mais ici, on a la Suisse, donc le territoire suisse, et ici, les filiales à l'extérieur dans le reste du monde. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a notre ERP bancaire ici avec sa base de données. Et puis, pour exemple, des utilisateurs BI, donc des gens qui vont faire du reporting en utilisant la base de données du système bancaire, et puis des applications custom qui ont été développées et qui vont aussi aller taper dans la base de données du système bancaire.
Donc ici, comme on est sur le territoire suisse, les gens peuvent accéder également aux données personnelles, aux informations stockées qui sont les données personnelles. Ce que je veux ajouter ici, c'est que comme on se connecte directement à une base de données, le protocole de communication qu'on va utiliser, forcément, il va passer par quelque chose lié à la base de données. Donc, il va être typiquement du JDBC, de l'ODBC, de la DO.NET. Parce que si vous vouliez dire, par exemple, moi, je voudrais plutôt attaquer en passant par de l'API, et que votre système bancaire ne supporte pas directement les API, vous pourriez par exemple utiliser un API Gateway, mais l'API Gateway, comme vous le savez peut-être, n'est pas fait pour aller se connecter à autre chose qu'une source qui propose un protocole HTTP. Donc, si vous voulez vous connecter à de la base de données, par exemple, il faudra avoir un intermédiaire parce que sinon, votre API Gateway, il ne va pas pouvoir scaler. Ça, c'est une chose à savoir. Donc ça, c'était vraiment pour la partie suisse. Maintenant, si on part sur la partie extérieure et donc territoire extérieur, le reste du monde, les autres filiales, eh bien, les données personnelles donc ne peuvent pas être accédées depuis l'extérieur. Donc, ce qu'il y avait en place, c'était en fait un Operational Data Store, ici, qui en fait stockait les données qui pouvaient être accédées par l'extérieur, par les territoires extérieurs. Et donc, pour cela, on utilise un ETL. Et cet ETL, donc, à intervalles réguliers, il va aller récupérer les informations qu'on peut montrer à l'extérieur, donc dans les filiales à l'extérieur, pour les recopier dans l'Operational Data Store ici. Et c'est donc cette base de données qui va être accédée par les utilisateurs à l'extérieur dans les filiales, qui peuvent être également donc du reporting BI et puis des applications custom. Voilà, ça je viens de vous le raconter, donc je passe rapidement sur ces slides pour vous montrer enfin à quoi on est arrivé avec la plateforme de data virtualisation. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis une plateforme de data virtualisation devant le RP bancaire. Ce qui signifie que tous les systèmes et tous les utilisateurs qui veulent se connecter à la base de données de l'ERP vont passer par le système de virtualisation de données. Donc ici, à l'intérieur, donc sur le territoire suisse, on ne va pas changer énormément de choses puisque les utilisateurs avaient déjà accès potentiellement aux données confidentielles, donc aux données personnelles des titulaires des comptes bancaires. Ce qu'on a changé plutôt, c'est que à l'extérieur, en fait, donc dans les filiales, eh bien, les gens vont pouvoir accéder à des données anonymisées à la volée. Donc ici, vous voyez, on n'a plus la base de données intermédiaire, l'Operational Data Store qu'on avait pour aller stocker des données qui étaient accessibles pour tout le monde. On a supprimé cette base de données et donc les jobs ETL qui allaient avec pour avoir un accès direct à la plateforme de virtualisation. Ce qui fait qu'en fait, les données sont filtrées et anonymisées de manière automatique par le système de virtualisation de données. Alors, quels sont les avantages? Eh bien, d'abord, il y a une partie sécurité, puisque les données, vu qu'on va y accéder en temps réel, en fait, on ne va plus les stocker dans cet Operational Data Store. Et le seul fait de ne plus les recopier, mais ça garantit en fait une meilleure sécurité, puisque vos données, elles vont rester dans ce cas-là, dans le cadre de ce cas d'utilisation, dans votre RP bancaire. Ensuite, il y a une partie de transformation. Et là aussi, la sécurité des données, elle est renforcée par un système de masquage qui va nous permettre d'anonymiser les données en temps réel. Ensuite, les données sont fraîches, puisqu'ici, on ne va pas avoir affaire à un ETL qui va nous recopier avec un scheduler de peut-être, je ne sais pas, toutes les heures, toutes les 24 heures selon vos besoins à l'époque, les données. Ici, on va aller pouvoir accéder aux données en temps réel directement dans le système source.
Mais ce n'est pas tout. On va aussi avoir des coûts de maintenance et des coûts de développement qui sont moindres. Pourquoi? Parce que, par exemple, on n'a plus besoin de cette base de données pour l'Operational Data Store, donc c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de créer, que vous n'avez pas besoin de maintenir, que vous n'avez pas besoin de backuper, puisque ça n'existe plus. Et ensuite, ce qu'on crée, ce sont des vues virtuelles. Et ces vues virtuelles, en fait, c'est aussi simple que de créer une vue dans une base de données. Ce qui fait que les développements sont beaucoup plus rapides que des développements ETL. Par exemple, un développement ETL, on va rapidement compter en mois le développement ETL, alors qu'avec un développement autour de la virtualisation de données, on va plutôt compter en semaines. Ensuite, la réutilisation, eh bien, ces fameuses vues virtuelles qu'on a créées, on va facilement pouvoir les exposer à d'autres systèmes pour d'autres cas d'utilisation. Donc, on va pouvoir les réutiliser. La flexibilité, là, ce qui va être pas mal, c'est qu'avec notre plateforme de virtualisation de données, on va pouvoir exposer sous forme d'API nos sources de données qui n'étaient pas forcément capables de le faire. Par exemple, un système legacy, donc un système back-end vieillissant, en quelques clics, on va pouvoir l'exposer sous la forme d'une API. Donc, on va pouvoir faire du REST, on va pouvoir faire du SOAP, on va pouvoir faire de l'open data, des choses comme ça, de l'OData, des choses comme ça. Et ensuite, il y a la partie performance, puisque en fait, cette couche additionnelle qu'on va ajouter, elle n'aura pas d'impact sur les performances globales. Et ça, c'est quelque chose dont Vincent va vous parler plus en détail maintenant. Donc, je te passe maintenant la parole, Vincent. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, donnez-moi 2 secondes et normalement, tout devrait fonctionner parfaitement. Donc, enchanté. Alors, moi, je vais vous parler de la plateforme de virtualisation de données et d'Enodo. Mais avant de commencer, j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière et qu'on regarde un petit peu les chiffres autour de la donnée. Et en fait, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe autour de la donnée, on s'aperçoit qu'on produit de plus en plus de données. Et les chiffres sont vraiment parlants puisque depuis ces 2 dernières années, on a déjà produit 90% des données qui ont été produites sur la planète depuis le début. Donc en fait, on a une accélération exponentielle en termes de production de données. On parle avec des unités de mesure que moi-même je ne connaissais pas, on parle de zettabytes. Ça représente quoi? En fait, ça représente plusieurs téras par habitant sur la planète. Si on devait, par exemple, créer un data lake, imaginons qu'on ait la technologie pour le faire et la capacité de processing, et qu'il fallait télécharger toutes ces données pour faire du big data ou sur ces données, il faudrait plus de 180 millions d'années avec les bandes passantes des technologies qu'on a. Donc, on s'aperçoit que c'est vraiment… On arrive aux limites physiques, finalement, en termes de traitement de la donnée, de volume. Et en plus, on s'aperçoit on sait aujourd'hui que la donnée, ça a une valeur, que les métiers de plus en plus veulent tirer parti et tirer la valeur de la donnée des entreprises. Et on est même capable de chiffrer les pertes en termes de mauvaise qualité de données, ne serait-ce que par exemple au niveau des États-Unis. On parle de 3 000 milliards de dollars perdus chaque année à cause d'une mauvaise qualité de données. Et 3 000 milliards de dollars, c'est plus que le stimulus, par exemple, qui a été injecté par les États-Unis pour relancer l'économie suite à la crise de Covid. Donc, on voit que c'est énorme. Et on sait aussi que les organisations veulent tous faire du big data, de l'intelligence artificielle, et qu'on essaie de plus en plus de minimiser les coûts. Donc, on a des stratégies hybrides, des stratégies de transfert vers le cloud quand on peut le faire. Et on a des consommateurs de données qui sont des business analysts, des data scientists qui, de plus en plus, perdent l'essentielle partie de leur temps à essayer d'avoir accès à la donnée,
à essayer de trouver où se trouve cette donnée et passent que finalement un quart de leur temps à produire des modèles, à produire des rapports qui ont de la valeur. Et en fait, nous, ce qu'on voit chez Denodo, c'est que nos clients, ils évoluent tous dans une architecture data qui ressemble un peu à celle-ci. C'est-à-dire qu'ils ont une myriade de sources de données. Ils ont des données, comme le disait Stéphane, qui viennent de fichiers plats, de fichiers Excel, de bases de données relationnelles, des données qui sont dans des data warehouses, qui sont dans des ERP bancaires, qui sont des données en streaming, dans des data lakes dans le cloud, des données qui sont elles-mêmes dans le cloud, voire dans des applications SaaS. Et toutes ces données, elles ont des formats différents, elles sont livrées et accessibles avec des technologies différentes. On a parlé de JDBC, d'ODBC, d'API. On peut parler de plein de formats différents. Et en plus de ça, on est sur des architectures physiques qui sont soit on-premise, soit dans des machines virtuelles, dans des conteneurs, voire dans le cloud ou dans plusieurs clouds. Et ça, c'est le quotidien des organisations IT. Et c'est ce que doivent gérer l'IT. Et en fait, on voit bien que lorsqu'on on rachète une structure où il y a un rapprochement entre deux entités, où il y a une spin-off, tout de suite, il faut pouvoir intégrer des nouvelles sources de données, repartager les systèmes d'information. Et au-dessus de tout ça, on a des consommateurs, on a des métiers qui, eux, se posent des questions sur leur qualité de données, donc qui vont utiliser des outils de transformation, d'enrichissement de la donnée, ils vont devoir utiliser des connecteurs natifs pour se connecter à ces données, on va faire de l'extraction, de la transformation, on va créer des jeux de données propres pour pouvoir ensuite les mettre à disposition et que, par exemple, les data scientists arrivent avec leur notebook préféré pour faire du Python ou du R et encore eux vont demander accès à ces données. On va avoir des problèmes de traçabilité, d'audit sur qui accède à cette donnée et quelles sont les transformations qui sont opérées. Ils vont traiter de la donnée brute et de la donnée enrichie. Ils vont vouloir ensuite entraîner les modèles qu'ils auront créés sur des plateformes de machine learning, d'intelligence artificielle. Et encore une fois, il faudra alimenter ces plateformes-là qui vont produire des résultats, qu'il faudra persister dans d'autres systèmes de stockage qu'on va croiser avec des données opérationnelles pour que les décideurs, le management puissent prendre des décisions sur la base de tableaux de bord qui sont mis à leur disposition. Et en fait, on est dans une architecture classique d'une grande entreprise où dès que l'IT, pour des raisons de réduction de coûts, d'optimisation de coûts, va décider, par exemple, de uploader une partie du data warehouse vers un data lake ou de migrer le data warehouse vers une plateforme dans le cloud, tout de suite, les métiers vont dire non, non, vous ne pouvez pas. Ça va impacter 20 plus applications métiers, ça impacte des centaines d'utilisateurs. Donc, il va falloir rentrer dans un projet qu'il va falloir dérisquer, qui sera coûteux et complexe à mettre en œuvre. Inversement, dès que les métiers vont se tourner vers l'IT en disant bah voilà, on a besoin de consommer des données de fournisseurs extérieurs, de tiers, il va falloir qu'on puisse créer des nouveaux modèles. Tout de suite, l'IT va dire bah, écoutez, attendez, on va l'intégrer dans le data warehouse, on va l'intégrer dans le data lake. Dans 6 mois, vous aurez accès à cette donnée. Et d'ici là, la valeur de la donnée la donnée n'aura plus la même valeur et puis on ne sera pas suffisamment agile et réactif. Et donc, en fait, ce qu'on se dit, c'est que si on avait une technologie qui nous permettait d'accéder à la donnée de façon transparente, de façon sécurisée, de gérer la sécurité de façon centralisée sans répliquer la donnée, en gérant juste des métadonnées, en gérant juste un modèle sémantique qui nous permettrait à la volée d'obfusquer la donnée, de la masquer et de la livrer au consommateur, ce serait idéal. Et ce, sans transiger sur la performance et l'accès à la donnée. Et en fait, c'est ce que fait Denodo. Denodo, c'est une plateforme de virtualisation de données, de fédération, de transformation, d'abstraction de la donnée, qui va livrer la donnée en temps réel au consommateur. Et on va gérer de façon centralisée les règles de sécurité, les règles de gouvernance. Et la plateforme Denodo, en fait, s'adosse à un moteur d'optimisation des requêtes. Et en fait, on se comporte vraiment comme un chef d'orchestre qui va savoir tirer parti de ses sources et qui va savoir mettre en avant
les sources qui ont le plus de capacité de traitement et les plus performantes et qui va savoir compenser sur les sources qui sont lentes ou qui n'ont pas de capacité de processing. Donc, c'est pour ça que les 20 ans de R&D qu'on a chez Denodo, c'est essentiellement autour de l'optimisation des requêtes, de la réécriture des requêtes, de la mise en place de stratégies de caching intelligentes, la mise en place de réécriture et d'accélération de ces requêtes pour livrer finalement un modèle sémantique virtuel qui va exposer les données au travers d'une interface requêtable, une interface SQL, au travers d'une interface de data service avec des services de type API, et au travers d'une interface graphique pour les business users qui est un data catalogue opérationnel. Donc, sinon, si on regarde aussi quelle est la vision des analystes, ben, elle est vraiment très très proche de l'architecture de Denodo, puisqu'en fait, le Gartner parle, lui, de Practical Logical Data Warehouse. On parle de Logical Data Warehouse ou de Logical Data Lake. Et un Logical Data Warehouse ou un Logical Data Lake, ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre en place une couche d'accès, de virtualisation, de fédération de la donnée sur toutes les sources de données, que ce soit les bases de données opérationnelles, les data warehouse, vos data lakes, vos applications métiers, votre ERP, et de mettre verticalement une couche de gouvernance, de gestion de la sécurité et d'accès aux données pour pouvoir finalement masquer aux consommateurs la complexité des infrastructures sous-jacentes. Donc, comme Stéphane l'expliquait tout à l'heure, cette capacité finalement de masquer aux consommateurs en dehors du territoire suisse les systèmes d'information, de pouvoir masquer et offusquer les données auxquelles on a accès, et en fonction du profil, si on est dans le territoire suisse ou à l'extérieur, de livrer une donnée différente et donc de fournir cette couche de virtualisation. Et c'est ce que fait Denodo. Et c'est ici que se positionne Denodo dans l'architecture dont parle le Gartner, qui est le Logical Data Warehouse ou le Logical Data Lake. On parle aussi de Data Fabric. Une Data Fabric, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui a une capacité à livrer de la donnée aux consommateurs dans une architecture hybride ou multi-cloud, avec des sources de données qui sont distribuées ou on-premise et qui est capable de s'appuyer sur des technologies d'intelligence artificielle, de machine learning pour optimiser les requêtes sur le métamodèle, pour vous permettre de mettre en place des processus de gouvernance, de gestion de la sécurité et d'activer vos données au travers d'une plateforme de cataloging, d'un data catalogue, et en utilisant un métamodèle basé sur des graphes, et ce, en permettant de livrer et consommer ces données, que ce soit dans des cas d'usage d'analytique ou dans des cas d'usage opérationnel et d'orchestration de services. Et donc, finalement, une data fabric, on entend souvent parler de la data factory. Les grandes organisations ont des data factory. Une factory, qu'est-ce que c'est? Ben, derrière, ça peut être une manufacture, selon moi, ou une fabrique. Et on est en Suisse, il y a beaucoup de manufactures horlogères. Et une manufacture, qu'est-ce que c'est? Ça demande beaucoup de main-d'œuvre, c'est très précis, mais c'est aussi coûteux. Ça fonctionne très bien, mais ça demande de grosses organisations. Alors qu'une fabrique, finalement, c'est cette capacité à automatiser, à optimiser au mieux le processus. Et c'est ce que la virtualisation de données, c'est ce que Denodo fait. C'est que Denodo met à disposition des outils pour construire une data fabric. Et si on regarde l'architecture de référence de Denodo, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité à se connecter à n'importe quelle source de données, que ce soit de la base de données relationnelle, des plateformes Big Data, Hadoop, NoSQL, des ERP, des données en streaming ou des applications dans le cloud. On a plus de 150 connecteurs natifs, mais un connecteur chez Denodo, ce n'est pas juste une capacité à opérer un protocole et à récupérer de la donnée, mais c'est aussi une capacité à tirer meilleure partie de cette source de données. C'est-à-dire que lorsqu'on a
connecteur Hadoop ou un connecteur Presto, on va savoir activer le machine parallel processing, on va savoir réécrire les requêtes pour qu'elles soient au mieux traitées par la plateforme ou la source de données. Et c'est ce que fait finalement la partie centrale de Denodo, la partie de virtualisation de données dans laquelle on va créer finalement des connecteurs sur nos sources de données. Sur la base de ces connecteurs, on va créer ce qu'on appelle des vues virtuelles, des vues de base qui pourraient être vues comme une représentation tabulaire ou une table sur ces sources de données, que ce soit une API ou que ce soit une base de données relationnelle ou des fichiers parqués sur Hadoop, par exemple. Ensuite, on va construire progressivement un modèle de plus en plus métier avec des vues, qu'on va appeler des vues dérivées, jusqu'à construire des rapports, des interfaces, qui seront une interface de livraison de la donnée auprès des consommateurs. Et cette plateforme de modélisation, puisqu'elle voit passer en fait les requêtes des consommateurs, embarque aussi des algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning, pour qu'on puisse apporter des recommandations en termes de réécriture de requêtes, en termes de création ou de gestion du cache. Et la plateforme est déployable soit on-premise, soit dans des conteneurs. Et on est aussi déployé dans le cloud, on est chez les principaux cloud vendors. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a cette capacité à être installé on-premise, donc chez vous, et sans qu'aucune donnée sorte, sans que vous la contrôlez. Et ensuite, le mode d'exposition de la donnée, comme je disais, c'est au travers d'une interface SQL avec des connecteurs JDBC ou DBC natifs, soit au travers de connecteurs natifs dans des outils tels que Tableau, Power BI, Business Object, au travers d'une interface de data service avec une interface qui implémente nativement du REST JSON, de l'open data. On a même un moteur de GraphQL, donc on peut même directement faire des appels GraphQL sur la plateforme Denodo. On expose des données au format GeoJSON pour des requêtes géospatiales. Donc ça, c'est le deuxième mode d'exposition de la donnée. Le troisième mode, c'est au travers d'une interface utilisateur qui est un data catalogue opérationnel où les business analysts, les data scientists vont pouvoir venir et introspecter les sources de données qui sont à leur disposition. Si on regarde un petit peu les différents types d'architecture qu'on rencontre lorsqu'on met en place Denodo et la plateforme de virtualisation de données, on a d'abord l'architecture classique qui est la virtualisation de données, où on a finalement un consommateur, un tableau de bord par exemple, qui envoie une requête ad hoc au travers du modèle sémantique Denodo, au travers du Logical Data Warehouse ou du Logical Data Lake, qui va orchestrer des requêtes dans les différentes sources pour remonter de la donnée et produire ces données sur le tableau de bord. Forcément, si ces sources ont plus ou moins de capacité de processing, il y en a qui peuvent être plus ou moins lentes. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre en place une stratégie de caching pour accélérer les requêtes. Donc, Denodo va orchestrer et va gérer le cache de façon intelligente. Donc, ces cas d'usage, c'est pour des cas d'usage de BI, d'analytique, des cas d'usage pour avoir de l'accès, pour rendre SQL enabled des bases de données relationnelles, des data lakes, mais aussi des applications qui sont connectables uniquement au travers d'API, et pour pouvoir orchestrer des requêtes dans des environnements hybrides et multi-cloud. L'autre cas d'usage, c'est l'intégration ETL, ou ce qu'on va appeler plutôt ELT, qui est Extract, Load and Transform, qui va permettre finalement, par exemple, sur un job qui est schedulé ou sur la base d'un événement issu d'une plateforme d'intelligence artificielle ou machine learning, de demander au modèle sémantique de remonter des données qui viennent de différentes sources pour pouvoir finalement alimenter un data lake dans lequel Denodo va opérer des calculs, des transformations. Donc, on sait très bien orchestrer et lancer des processus sur une plateforme Hadoop à distance. Donc, les cas d'usage ici, c'est encore de la data science, c'est de la gestion des data lakes, et on peut aussi utiliser ce type d'architecture dans des cas d'usage de migration de données et d'orchestration de données vers le cloud ou vers un autre système. Enfin, si on avance un peu plus, dans des architectures en streaming, où par exemple on aurait des QJMS, des topics Kafka, où on est sur des architectures qu'on appelle event-driven, Denodo peut se positionner comme client
d'une queue JMS ou d'un topic Kafka pour écouter des événements. On peut voir passer un événement qui nécessite des investigations complémentaires et d'introspecter les données. Donc, Denodo va pouvoir réagir sur la base d'un événement directement qui passe dans un topic Kafka, aller chercher la donnée complémentaire pour enrichir cet événement, quel est le profil du client sur cette transaction bancaire qui nous paraît douteuse, et pour pouvoir alimenter une nouvelle queue avec du contenu et pour pouvoir enrichir ces événements. Et voire même loguer et archiver ces données dans un système tiers. Donc, on va faciliter l'intégration sur la base d'événements déclencheurs où on a beaucoup de cas d'usage dans notamment des plateformes d'IoT où des objets connectés vont produire beaucoup, vont être très, très verbeux sur des queues en streaming. Et sur la base de certains critères d'événements, il faudra pouvoir enrichir ou aller voir un peu plus de contexte. Donc ça, ce sont des types d'architectures qu'on peut voir aussi implémentées avec la plateforme Denodo. Et aussi sur des architectures de type data as a service ou en tant que fournisseur de services, puisqu'on parle beaucoup d'API Gateway, d'API Management, mais quelque part, une API Gateway ou un API Manager ne peut faire du management que s'il a quelque chose à manager. Et c'est uniquement si on a accès à des data services, à des microservices. Et Denodo peut tout à fait se positionner, il se positionne nativement en tant que fournisseur de microservices, soit d'une API Gateway, soit directement pour fournir des services pour des applications ou des interfaces web. Et on sait nativement supporter donc, les différents protocoles que j'ai listés tout à l'heure, en mettant en place aussi des protocoles de sécurité tels que OAuth, SAML ou OpenID. Donc, c'est très, très puissant et surtout, ça se fait en quelques clics sans développement. Donc, pour résumer, la plateforme Denodo, c'est une plateforme qui a vocation à livrer la donnée aux consommateurs et à servir les différents utilisateurs de l'écosystème data d'une entreprise. Donc, ça part du développeur de modèles virtuels, du développeur Denodo, qui a à sa disposition un design studio qui est une plateforme, une interface web telle qu'un SQL développeur où le développeur va pouvoir gérer ses bases de données virtuelles, ses modèles virtuels et créer ces modèles pour les utilisateurs. En termes de compétences, on utilise un langage qu'on appelle le Virtual Query Language, le VQL, qui est très très proche du SQLNC. Donc, on n'a pas besoin d'autres compétences que de compétences de type SQL. Pour les administrateurs et les DevOps, on a le Solution Manager, qui est notre plateforme qui va nous permettre de gérer vos différents environnements, vos clusters des nodos. Ce Solution Manager aussi, si vous avez fait le choix d'un déploiement dans le cloud, va savoir automatiquement opérer l'API AWS et bientôt Azure et dans le futur des conteneurs Kubernetes chez GCP ou on-premise. Va vous permettre aussi on a aussi un scheduler qui va vous permettre d'orchestrer, de maintenir vos caches, d'orchestrer des processus, de faire du transfert de données sur la base des modèles virtuels que vous avez développés. Et on a un outil de monitoring forcément pour s'assurer du bon fonctionnement de la plateforme. Pour les business users, les business analysts, on a le data catalog dont je vous ai parlé, où l'utilisateur va pouvoir introspecter les sources de données et ensuite directement consommer ces données au travers de l'interface SQL, que ce soit au travers du connecteur JDBC ou DBC ou au travers de connecteurs natifs dans les principaux outils de visualisation et de BI. Pour les data scientists, aussi le data catalog, mais aussi on distribue un notebook Zeppelin qui va permettre aux data scientists directement d'aller faire du Python, du R, sans avoir à soucier de là où vient la donnée, puisque la donnée est livrée directement par la plateforme Denodo. Ils vont pouvoir créer leurs modèles. Ces modèles en Python, par exemple, pourront être exportés avec le connecteur sur la plateforme Denodo pour être opérés ensuite par différents processus. Et enfin, sur la partie Application to Application Integration, on a l'interface API dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce que je voulais faire, c'est que plutôt que de continuer à vous montrer des diapos, je voulais vous faire une démonstration assez simple et rapide de la plateforme, mais qui illustre bien
cette capacité à se connecter à n'importe quelle source de données et à être très agile dans le refactoring et la transformation de la donnée. Donc, je vais me positionner comme un tout petit gestionnaire de portefeuille. Et je suis gestionnaire de portefeuille, donc j'ai des portefeuilles de mes clients. Je gère mes clients dans Salesforce et je veux visualiser les portefeuilles de mes clients au travers d'une application mobile. Et là, j'utilise un outil qui est Toucan pour visualiser mes portefeuilles de clients. Et je veux visualiser mes portefeuilles de clients dans différentes devises. Donc, il va falloir que j'aille chercher les coordonnées nom, prénom de mes clients dans un système Salesforce. Donc, je vais appeler Salesforce au travers d'une API. Je veux afficher mes portefeuilles en fonction du taux de change des différentes devises par rapport à l'euro. Donc, il va falloir que j'aille chercher le taux de change de l'euro et je vais aller là, pour le coup, sur le site de la Banque Centrale Européenne qui met à jour 2 fois par jour le taux de change interbancaire courant. Et c'est une source XML. Et dans un premier temps, je gère mes portefeuilles clients dans une spreadsheet Google dans laquelle j'ai juste l'identifiant de mon client Salesforce et la valeur agrégée de son portefeuille. Vous allez me dire, c'est pas très professionnel pour un gestionnaire de portefeuille, donc je vais vouloir me rapprocher d'une grande banque et ce que je vais faire, c'est que par la suite, je vais faire évoluer mon modèle de données et je vais le faire évoluer de telle sorte que je vais remplacer ma Google Spreadsheet par une base de données Postgre, une base de données relationnelle, qui elle contiendra la composition exacte des portefeuilles de chacun de mes clients avec chacune des valeurs et le nombre de valeurs par ligne. Il va falloir que j'aille chercher en temps réel le cours de chacune des valeurs qui composent ces portefeuilles pour les afficher directement. Donc, je vais d'abord vous présenter mes portefeuilles dans ma Google Spreadsheet et ensuite, je vais faire évoluer mon modèle pour arriver à finalement quelque part un système d'information digne d'une banque et qui va savoir consommer ces données vraiment en temps réel. Donc, je passe en mode sans filet. Donc, la première chose que je vais vous montrer, vous voyez, c'est cette spreadsheet Google où j'ai des identifiants uniques de chacun de mes clients. J'ai des valeurs agrégées de tous mes portefeuilles qui sont à 10 000 €. Alors, pour vous montrer que c'est du temps réel, d'en passer un, par exemple, à 5 000 €. Je vais même en passer peut-être 2 à 5 000 €. Voilà. OK. Donc là, je fais juste évoluer les valeurs de mes portefeuilles. J'ai ma source, vous voyez, de la Banque Centrale Européenne. Alors, je vais la rafraîchir des fois qu'il l'ait changé. Donc, à hier soir, qui me donne un taux de change de l'euro avec le dollar à 1,2005. Le franc suisse, où est-il? Le franc suisse, il est à 1,0965. Et avant de vous montrer la plateforme des dodos, je vais me connecter directement sur l'interface web de mon application mobile et puis je vais aller introspecter mes rapports. Donc là, je me connecte sur l'interface. Voilà, là, il faut que je me logue. On recommence. Donc, c'est du temps réel. Je me connecte sur l'interface et je vois que mes requêtes sont lancées. Et si je vais voir le détail de mes portefeuilles, je constate que j'ai tous mes portefeuilles qui sont à 10 000 € fois le taux de change du dollar, donc ça fait 1,2005. Et j'ai les 2 derniers que j'avais passés à 5 000 qui sont que à 6 000 $. Et si je vais en francs suisses, là, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est mon franc suisse? Je vois bien que j'ai un ratio de 10 000 par rapport au cours du franc suisse. Donc, ça fonctionne très bien et j'accède à mes différentes sources de données au travers de ma base de données virtuelle qui est des nodos. Ce que je peux faire, c'est que je peux me connecter dans le data catalog dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, le data catalog, c'est l'interface tournée plus métier utilisateur. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Je me relogue. Voilà, je m'étais logué avant. Voilà. Et quand je rentre dans ce data catalog, qu'est-ce que j'ai? J'ai finalement un tableau de bord où, en tant qu'utilisateur métier, je vais retrouver mes éléments, mes objets que j'utilise le plus souvent, mes dernières requêtes. J'ai des informations sur les tags. Donc, je peux vraiment mettre en place des règles de gouvernance. Je peux documenter mon métamodèle. Donc, le but, là, c'est pas de vous présenter de mes data catalogues. Je vais aller chercher tous les objets qui ont le mot-clé portfolio. Donc, je recherche les objets qui ont le mot-clé portfolio et puis je vais filtrer
par base de données. Donc là, je sais que ma base de données s'appelle Denodo 8. Je vais appliquer mon filtre. Et la vue qui m'intéresse s'appelle DV Contact Portfolio Full, qui est la vue qui est en fait utilisée par mon application. Et donc, dans cette vue, si je regarde par exemple la définition de la vue, j'ai la définition de tous les objets, je peux rajouter des descriptions, je peux aller voir les relations qui existent entre mes différentes tables et mes différentes vues. Et ce qui m'intéresse là, c'est mon lignage. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Et hop, alors, oui, voilà, ça c'est une version alpha de la nouvelle version du Data Catalog que je vous présente. Voilà, j'y arrive pas. Bon, donc, est-ce que je vais arriver à bouger? Ok, on va recommencer, à zoomer, voilà. Donc, en tout cas, j'ai ma vue et donc je vois que j'ai mes données qui viennent de Salesforce, de ma spreadsheet Google et de mon site de devises de la Banque Centrale Européenne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler maintenant dans mon Design Studio et je vais modifier mon modèle. Donc là, j'utilise l'outil qui est utilisé par les développeurs des Nodo. Donc, encore une interface web, un outil complètement… Ah, voilà, toujours pareil. On recommence. Donc là, j'accède, vous voyez sur la barre de gauche, j'ai mes bases de données virtuelles. Dans ces bases de données virtuelles, je gère mes différentes sources de données. Donc, j'ai une base Postgre, une source Salesforce. Par exemple, Salesforce, là, je me connecte directement à Salesforce avec l'API de Salesforce. Et une fois que je peux me connecter avec l'API de Salesforce, je vais pouvoir directement introspecter ma source de données. Donc là, j'introspecte ma source Salesforce. Et je fais un appel et on me donne les objets qui sont à la disposition. Par exemple, je peux m'intéresser au compte. Et donc là, je peux sélectionner le compte ou plusieurs objets et je clique sur ce bouton qui s'appelle Create Selected et je vais créer une vue sur la base de cet objet que j'introspecte. Et donc, le résultat, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un nouvel objet qui a été créé qui s'appelle Account, que je vois ici. J'ai introspecté, j'ai découvert tous les types de données, mais cet objet-là, en fait, maintenant, il est directement disponible comme une table virtuelle. Donc, je peux directement lancer une requête SQL, select, étoile, from account, qui est l'objet que je viens de créer. Et si je lance cette requête, qu'est-ce que Denodo va faire? Denodo va interpréter. Qu'est-ce que j'ai fait? Select étoile, from… on va relancer. Ça s'appelle account. Account. On réessaye. Je ne suis pas dans la bonne base. Voilà, j'étais dans la base. Voilà. Et là, je relance ma requête. Et donc, qu'est-ce que fait Denodo? Denodo lit les métadonnées, fait un appel à Salesforce et me ramène des données que je vais pouvoir ensuite utiliser dans des vues, dans des jointures. Donc, ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'avais créé un contrat de livraison de la donnée avec mon application. Et donc, je vais changer mon interface de livraison de la donnée avec cette interface qui est cette jointure sur ma base Postgre et mon service de cotation en ligne en temps réel. Donc, je ne vous montre pas comment on le crée. Je vous montre juste que je peux aller chercher. Donc là, j'ai ma vue qui est ma spreadsheet Google. Je peux aller chercher mon objet qui est ce qu'on appelle DB Portfolio Real, qui est la jointure de ma base Postgre et mon service de données. Je refais le mapping entre les champs qui n'ont pas pu être mappés, je sauve. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, je modifie uniquement le métamodèle et Denodo, à la demande, maintenant, va me servir la donnée différemment. Donc, si je reviens dans mon outil de visualisation et que je redemande mes portefeuilles dans une note de devise, je vais relancer une autre requête ad hoc. Et Denodo va s'appuyer sur notre source de données. Donc, ce ne sera plus ma spreadsheet Google où tous mes comptes étaient SOP 2 étaient à 10 000 €, mais ce sera des vrais portefeuilles avec des données qui sont beaucoup plus ventilées. Et vous voyez que directement en temps réel, juste en changeant de métamodèle, je vais avoir accès à différentes sources de données. Et si je reviens dans mon data catalogue et que je le rafraîchis, le métamodèle a été mis à jour et vous voyez que maintenant, mon lignage vient de 4 sources de données et plus 3. Donc, ceci, sans transiger sur la performance, puisque par exemple, j'implémente des stratégies de mise en cache de mes données issues de Salesforce. Je sais que ma source de données de la Banque Centrale Européenne est mise à jour 2 fois par jour, donc rien
ne m'oblige à aller requêter systématiquement l'URL de la Banque Centrale Européenne et je peux le faire une fois toutes les heures et c'est amplement suffisant. Et c'est comme ça que je suis capable de mettre à disposition une base de données virtuelle. Et en fait, finalement, Denodo, c'est une nouvelle technologie de base de données sans stockage. Le stockage, ce sont nos sources. Et on s'est tiré meilleure partie de nos sources de données. On a cette capacité à exposer des données, que ce soit des données SQL, non SQL ou des API, sous un format requêtable et sous un mode harmonisé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie. On va laisser la place aux questions et puis je vais mettre la caméra comme ça, c'est plus sympathique pour répondre aux questions. Bonjour. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Merci beaucoup Vincent et Stéphane. Du coup, en effet, on va passer à la session de questions et réponses. Oui, il y en a déjà quelques-unes. Il y a un participant qui demande si cela peut affecter la performance d'accéder aux données en temps réel et est-ce que finalement les performances ne sont pas celles de la source de données la plus lente? Alors, je peux prendre la question. Peut-être que Stéphane, après, tu pourras illustrer avec des exemples concrets, mais en fait, c'est un vrai sujet, la performance chez Denodo. Et comme je l'expliquais, en fait, lorsqu'on accède à une source de données, on s'est tiré parti de cette source. Donc, quand on va réécrire la requête, on ne va pas avoir une attitude qui consiste juste à aller chercher toutes les données et à tout remonter en mémoire et puis à faire nos jointures directement dans la plateforme Denodo. On pourrait le faire, mais dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est que déjà, on va essayer de déléguer le processing aux sources de données qui peuvent prendre du processing. Ensuite, sur des sources de données, par exemple, qui doivent être protégées, puisque finalement, la performance, ça revient à protéger sa source de données, à pas la sursolliciter et à se comporter comme un consommateur intelligent. On va mettre en place une stratégie de caching. Donc, on va recommander d'adosser à la plateforme un cache relationnel. Ça peut être une base de données relationnelle, ça peut être un moteur de machine parallel processing. Et donc, c'est là où on va mettre en place une stratégie de réécriture, de délégation du processing, de mise en place du cache avec des agrégats précalculés. Et donc, on est capable de montrer des chiffres impressionnants, puisque en fait, ça peut faire l'objet d'un autre webinaire. Sur des architectures distribuées, on va s'atteler à minimiser le transfert de données sur le réseau, à minimiser ce qu'on appelle le egress cost quand on est déployé dans des architectures cloud. Et en fait, nos clients nous utilisent dans des cas d'usage très opérationnels et très transactionnels. Donc, c'est un sujet qu'on sait tout à fait traiter et qui est notre cœur de métier finalement. Oui, ce que j'aurais aimé ajouter par rapport à ça, c'est que toute cette partie optimisation, elle est quasiment faite de manière automatique. Donc, par rapport aux vues que Vincent vous a montré, vous allez faire du drag and drop de table, vous allez faire des jointures, et après, c'est le moteur intelligent de Denodo qui va, de manière automatique, calculer la meilleure façon de servir les données. Et si c'est pas suffisant, vous avez aussi la possibilité de changer différents paramètres. Mais là, je vous dis tout de suite, ça peut être un peu compliqué. Et c'est bien de laisser faire Denodo tout seul les calculs d'optimisation. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Stéphane. Donc, question suivante. Peut-on transformer et masquer des données? Il y a aussi un autre participant qui pose des questions sur l'anonymisation. Comment fonctionne l'anonymisation? Je te laisse prendre ou je prends Stéphane encore? Vas-y, tu peux prendre et puis je rajouterai peut-être un petit commentaire. D'accord. Alors, en fait, Denodo, comme je disais tout à l'heure, on implémente un moteur basé sur un dialecte SQL, donc le Virtual Query Language. Donc, comme toute base de données qui implémente un langage de transformation et de manipulation des données, en fait, on sait tout à fait mettre en place des règles de transformation de données. On a, alors je l'ai pas souligné, mais en fait, on a un SDK
avec la plateforme qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle des custom wrappers pour vous connecter à des sources qui ne sont pas des sources natives. La Commission européenne, qui est un de nos clients, qui utilise Denodo comme ce qu'ils appellent outil de data dissémination au sein de la Commission, avait besoin de se connecter sur le registre Ethereum de la blockchain, et en 2 jours, ils ont créé un custom wrapper qui appelait l'API Ethereum et qui permettait d'exposer des données, de les croiser avec des données internes. Et ensuite, on a aussi un SDK qui va vous permettre de créer des custom fonctions et donc de faire appel à vos propres fonctions d'encryption, d'encodage. On va pouvoir nativement implémenter les principaux algorithmes d'encodage, ce qu'on va retrouver avec des librairies Java, puisque en fait notre SDK est en Java. Et donc vous allez pouvoir créer vos propres fonctions de transformation, d'obfuscation et de masking de la donnée. Maintenant, dans la roadmap, on est en train d'implémenter aussi de plus en plus des fonctions de masking fonctionnelles, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, par le biais de règles de sécurité sur la base des données, décider ou non d'afficher ou de livrer la donnée, mais ce qu'on veut faire, c'est être capable de mettre en place des expressions régulières et de masquer cette donnée sur la base d'expressions régulières. On implémente déjà des fonctions d'expression régulière pour la transformation. Et pour en revenir aussi sur l'aspect sécurité, en fait, en termes de sécurité, je disais tout à l'heure qu'on a implémenté du single sign-on et de l'OAuth. Donc, en fait, ce qu'on est capable de faire aussi, c'est qu'on est capable de prendre des tokens d'authentification et soit d'implémenter la sécurité au sein de la plateforme, soit voire même de la déléguer à la source. Et donc, juste de passer le token à la source de données, identifier le consommateur final, et c'est même plus nous qui décidons si oui ou non on a accès à la donnée, mais c'est la source qui remonte la donnée qui est pertinente pour l'utilisateur. Oui, ce que je voudrais rajouter là-dessus, 2 choses. En fait, il y a 2 endroits dans Denodo où vous allez pouvoir traiter cette partie masking. Il y a directement dans le code SQL, en fait, parce que Vincent vous a montré donc les vues qu'on peut créer avec un wizard, mais vous avez aussi un accès direct en SQL, enfin ce que Denodo appelle du VQL, mais qui est très très proche de SQL. Et ici, vous allez pouvoir rajouter des instructions pour faire du masking. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez un écran dans lequel on gère toute la partie autorisation. Et là-dessus, par rapport à votre base de données, par rapport à votre vue, par rapport à l'utilisateur, vous allez pouvoir tout simplement placer, dire quel champ peut-être vous voulez voir ou ne pas voir et dans quelles conditions. Et ça fait partie inhérente, enfin intégrante plutôt de la plateforme Denodo. Voilà. Merci beaucoup. Alors, question suivante. Est-ce que la plateforme de Denodo peut se connecter directement à des sources Big Data? Alors, Tu connais beaucoup mieux que moi, je te laisse répondre. Oui, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on va savoir se connecter à des fichiers, à des plateformes Hadoop, que ce soit du Cloudera, de Hadoop. On va savoir traiter nativement des fichiers Parquet, Avro, que ce soit dans des buckets S3 dans AWS ou sur Azure. Nativement, on se connecte à. Alors, la façon dont on se connecte à des plateformes Big Data, généralement, plutôt que de se connecter directement à un type de fichier, on va utiliser un SQL Engine en Hadoop. Donc, on va se connecter à Presto, on va pouvoir se connecter à Spark, à Hive, qui sont généralement les moteurs de traitement de la donnée sur les data lakes. Et d'ailleurs, en fait, on distribue un package pour opérer votre propre cluster Presto avec tous les automatismes qui vont bien pour créer automatiquement, introspecter vos sources de données sur votre data lake, créer vos métadonnées dans Presto et créer les sources et les vues dans Denodo pour directement accéder à votre data lake au travers de Presto. Et là-dessus, ce que je voudrais rajouter de manière plus générale, c'est que Denodo vous offre vraiment une myriade de connecteurs. Vous allez pouvoir vous connecter à plus d'une centaine de sources de données différentes, enfin je veux dire de types de sources de données différentes, notamment des ERP par exemple comme SAP, et ceux de manière différente. Et en fait, ces connecteurs, ils vont vous permettre après d'attaquer chaque source de données en SQL, comme si c'était une base de données SQL.
ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ça fait partie du package d'Enodo. C'est-à-dire vous ne payez pas pour des sources de données spécifiques, mais pour mais pour l'ensemble des connecteurs. Et en plus, comme Vincent vous l'a dit, si c'est pas suffisant, ben vous avez la possibilité avec une API Java d'aller écrire un peu de code. Et franchement, c'est assez vite fait. Hein. En 1 ou 2 jours, c'est bouclé. Vous pouvez créer un adaptateur pour que Denodo se connecte à de nouvelles sources de données. Merci beaucoup à vous deux. Du coup, dernière question pour clore cette session. Il y a un participant qui demande quel est le modèle de déploiement ainsi que quels sont les délais. Je ne sais pas si Vincent Alors, ou Stéphane. déploiement, si vous voulez, comme Vincent vous l'a dit, soit vous faites on-premises, donc c'est un serveur, au bout du compte, c'est un serveur, c'est un middleware Java, donc vous installez votre middleware Java, comme vous le faites avec d'autres middleware Java, rien de bien compliqué. Il y a aussi des offres sur le cloud, donc vous pouvez soit le déployer par vos soins sur votre plateforme cloud, donc que ce soit typiquement de l'AWS, de l'Azure ou du Google, mais il y a aussi une offre dans laquelle vous avez du IaaS et vous pouvez directement commencer à travailler avec la plateforme sans avoir besoin de l'installer. En termes de vitesse de déploiement, c'est assez impressionnant. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est essentiellement de la configuration. Vous allez vous connecter à vos sources de données, comme vous le faites par exemple avec un ETL ou un ESB, ou avec un ESB, et puis vous allez créer des vues. Et ces vues, vous allez les créer avec un wizard, donc vraiment faire du drag and drop de table, faire des jointures comme Vincent vous a montré, ou directement en SQL pour les gens qui sont plus à l'aise directement en SQL. Et puis après ça, on met un peu de sécurité. Et je dirais quasiment la boucle est bouclée. Donc les projets sont réalisés vraiment de manière très rapide. Par rapport à d'autres technologies d'intégration, on va beaucoup plus vite avec Denodo. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va conclure cette session. Je souhaite rappeler aux participants que vous recevrez la version à la demande dans les jours suivants. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et merci encore de vous être connectés. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.